viens d'arriver à Lyon, j'ai retrouvé les copines et l'appart est magnifique. C'est trop beau. C'est trop bien. Dondo et Peter Dempf. Alors Peter Dempf, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais, le livre, je l'ai. J'ai pas à l'acheter, c'est la première version. Et c'est lequel? C'est celui Le Mystère de Jérôme Bosch. J'ai pris Caravage. Ouais, oui, d'accord. En fait, il a écrit deux, Le Mystère Jérôme Bosch et Le Mystère Caravage. Ouais. Sauf que l'édition du Mystère Jérôme Bosch, je l'aime trop. D'accord. Et elle est plus disponible. Donc j'ai pris celui-là pour me faire dédicacer. Et là, j'ai vu qu'il était même pas sur le stand, il est que en poche. D'accord. On est samedi 2 avril, il neige. Et tout le monde est très en forme. On a passé une nuit, petite nuit, on a un petit peu des petits yeux, mais ça va le faire. Il neige. C'est absolument formidable. Ah non, ça s'est arrêté. Ah non, il neige encore un petit peu. Je sais pas si on va voir. Et nous avons Céline Dion dès le matin, c'est incroyable. Ces filles sont incroyables. Il est 7h30. Hein. Ça va être long cette journée, très long. Et qu'il n'est absolument pas l'heure de rentrer au Quai du Poulard encore. Donc on perd notre temps ou on occupe notre temps à faire des photos. Voilà. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps. Direction le Quai du Poulard. On t'explique tes claques, tes rêves et ta vie. Tu montes ta vernacle et ta langue est ici. Escape tes la cour et la fille de l'air. Montre-moi tes idées, montre-moi tes enfers. Moi le monde se balance et les toits grimpent le ciel. Les ondes des forêts sont violentes. Tellement ta lumière. Nous voici devant le palais de la Bourse. Pour l'instant c'est fermé, on est un peu sous la neige. C'est pas grave, on patiente. Dans la file d'attente, Olivier Il nous reste, donc ça fait basculer la queue de l'autre côté, sur l'autre partie. Il y a une grande question. Alors, Angie, comment ça va? Ça va. Tu as acheté quoi ce matin? J'ai acheté 4 livres. J'ai acheté un livre encore à cause de toi pour changer. J'ai acheté j'ai acheté un Cédric Cyr et j'ai acheté un Dolores Redondo. On a acheté des comment il s'appelle le seul qui vient d'acheter? Wildin. Voilà. Voilà. J'ai encore craqué à cause de Florence. Voilà, nous sommes samedi midi et on a déjà de quoi lire a priori. Hein.
pas dans un coin paumé des Cévennes, au Montégoal, où aujourd'hui il y a 30 cm de neige? Pourquoi pas dans nos belles Ardennes? Voilà. D'un point de vue pratique, je me suis demandé où il y avait du blizzard. Je me suis dit qu'il devait y en avoir. Montégoal. Voilà, d'accord. Moi, je suis bretonne et il n'y en a pas en Bretagne. Donc, ça ne me parlait pas trop, le Haute-Savoie, Cévennes. Et comme je lis beaucoup de littérature américaine, de très bons auteurs américains, notamment Rod Rash, on va quasiment le jeter tout de suite. Le mentor, voilà. Et ben, c'était forcément l'Amérique du Nord et l'Alaska. J'ai hésité avec le Yukon 30 secondes, mais pas avec les Cévennes, mais c'est l'Alaska. Alors, non, on est loin, on est quand même loin des Cévennes. On est à la fois loin des Cévennes, loin de l'Alaska, loin du 93, puisque Olivier Norek est connu surtout, non, a commencé à être connu avec le 93, code 93, et là, il a fait un gros pas de côté. Il est allé du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, où là aussi il y a la puissance noire des éléments, mais même question bis repetita. Pourquoi là-bas? J'aime bien mettre des obstacles dans les romans, parce que ça me permet justement de ne pas faire une ligne droite, et si on ne fait pas une ligne droite, alors on se force à être peut-être un peu plus malin et à surprendre le lecteur. Donc là, l'obstacle, c'était, je me demandais comment on pouvait écrire un polar à l'aveugle. Et j'ai une frangine qui a travaillé il y a 20 ans à Saint-Pierre, qui est donc une île française, nichée entre le Groenland et Terre-Neuve au Canada. Et elle m'a raconté que tous les ans, pendant 3 semaines, à l'arrivée du printemps, tombaient les brumes de Kaplan. Les brumes de Kaplan, c'est donc un phénomène météorologique assez dense. On estime que c'est les brumes les plus denses du monde. Donc vous pouvez même vérifier sur un moteur de recherche quel est l'endroit le plus brumeux du monde entier, et vous tomberez sur ce petit point entre Saint-Pierre et Terre-Neuve. Et je me suis dit que si à un moment donné, dans le roman policier, au moment où le mystère arrivait, qu'en plus de ça, on avait des brumes qui tombaient sur l'île, on pourrait écrire un polar à l'aveugle, et c'est hyper excitant de se dire qu'en littérature, on va écrire un polar, on va écrire sur ce qu'on ne voit pas. Et donc voilà, ça a été le choix de Saint-Pierre, aussi parce que j'écris essentiellement dans des endroits qui sont en France, et que Saint-Pierre ne ressemble pas du tout à la France. C'est quand même un endroit français où il y a des dauphins, des baleines, des phoques, des aurores boréales, une forêt boréale qu'on connaît assez peu, c'est une nature qu'on connaît peu, très contrariée, qui subit le temps, qui subit le vent, qui subit les embruns. Donc c'était comme un endroit étranger, comme un endroit exotique, mais chez nous en France. Et en plus de ça, quand le mystère arrive, alors pour l'instant je vous raconte pas le bouquin, on y viendra peut-être après, mais quand le mystère arrive, tombe sur l'île des brumes de Kaplan, et tout l'affrontement entre mon policier et le monstre qui est arrivé sur l'île se fait à l'aveugle. Et ce sont à peine des Français qui vivent là-bas. Précisez un petit peu, justement, les personnages que vous avez souhaité mettre dans ces conditions, et pourquoi eux, et qu'est-ce qui sous-tendait la démonstration sur ces personnages qui vont révéler leur nature, pour dire un peu grossièrement. Si, ça va. Bon, j'ai juste 4 personnages, donc ça n'a pas demandé énormément de... Non, j'avais envie de figures américaines qui sont peut-être caricaturales pour un Américain quand il lira le livre, mais des figures américaines de cette femme un peu paumée, façon Thelma et Louise ou Paris, Texas, un peu borderline, parce que je pense que l'Amérique est un pays rude pour les femmes. Donc voilà, je voulais une espèce de feu follet, Bess, qui est une femme très solide, mais qui choisit de vivre en bordure de l'Amérique, en bordure des routes, dans des mobilhomes. Bénédicte, qui est un peu la figure alors, je ne vais pas dire du bûcheron américain, ce serait très caricatural, mais il est très installé. Mais voilà, il vit dans un coin isolé, il n'a aucun désir d'aller plus loin que le bout de son coin, ça suffit à son bonheur, chasser, pêcher. Il est contraint au mouvement, mais vraiment malgré lui, donc un petit peu bourru, mais qui arrive quand même à évoluer, tout n'est pas perdu. Il me fallait aussi
c'est pas le bon, la brute et le truand, mais il fallait aussi un sale type, parce que j'ai découvert que c'était très agréable d'écrire des pages atroces. Voilà, donc j'ai un sale type, Cole, qui est extrêmement raciste et misogyne. J'allais dire, décrivons pour les raisons. Oui, non, il est raciste, misogyne, et il a un autre problème que je ne dévoilerai pas pour ne pas tout dévoiler. Donc c'est le seul type des films américains, le seul type des romans américains. Et puis... Oui. Ça, c'est un peu... Est-ce que c'est pas un peu une vision, j'allais dire, contemporaine et récente du sale type, c'est-à-dire homophobe, raciste, sexiste, il n'y a pas tous ces attributs forcément dans les figures récurrentes et anciennes de ce qu'on pourrait appeler le sale type dans la littérature ou le cinéma américain. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que de faire l'apologie de l'homophobie, du sexisme, du racisme, mais on a l'impression que c'est quelquefois, mais c'est un propos un peu général, vous me répondez, que c'est devenu quasiment le service nécessaire. C'est-à-dire, on a tous les éléments obligatoires qui décrivent le personnage à détester. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, pour moi, le sale type misogyne et raciste, il existe depuis 200 ans, 300 ans, 400 ans, vraiment, c'est comme une figure très très ancienne. Donc voilà, j'ai pas prémédité mon coup en me disant il me faut un personnage raciste et misogyne. Il se trouve que voilà, il voit arriver deux éléments extérieurs, une femme et un noir, et ça ne colle pas du tout dans sa vision du monde, puisque le quatrième personnage est un ancien vétéran du Vietnam, ancien policier noir en Alaska, qui n'a aucune raison d'être là, et qui est un personnage très croyant. C'était aussi important pour moi qui suis athée d'avoir un personnage qui a une vision idéalisée de l'Amérique, alors que l'Amérique est encore au moins aussi épouvantable avec les Noirs et avec les femmes, sans doute plus. Donc voilà, un bocal avec des éléments peut-être très, je ne vais pas dire caricaturaux, mais très empruntés à l'image que j'ai moi de l'Amérique. Un salaud, un monstre, un serial killer, on lui fait faire de tous les serial killers, c'est absolument pas surprenant. S'il se lève le matin et qu'il décapite des gens et qu'il mange des intestins, je dis ok, d'accord, c'est ton job de serial killer, voilà, tu fais le job, ça va. Mais s'il se lève le matin, qu'il réveille sa fille et qu'il lui met du lait dans des cornflakes et qu'il l'emmène à l'école en l'embrassant sur les deux joues, je me dis waouh, ce mec est vraiment flippant. Parce qu'il me ressemble, parce qu'il fait quelque chose que je pourrais faire moi aussi. Donc il y a cette jeune femme qui fuit ce monstre. En fait, on l'a sauvée et elle va être intégrée dans un programme qui est un programme de police qui a ouvert il y a 4 ans, qui est le programme de protection des témoins et des repentis. Et alors qu'elle était déjà enfermée dans une cave depuis 10 ans, eh bien, on la sauve, mais il va falloir qu'elle nous donne des informations sur ce monstre. Ce monstre, il est toujours dans la nature, donc c'est toujours une menace. Donc elle est intégrée dans le programme de protection des témoins et des repentis sur une île. Donc elle était enfermée, elle se retrouve à nouveau enfermée sur une île, et dans une résidence surveillée. Les résidences surveillées de ce programme sont des résidences entourées de vitres par balles, avec des caméras, des alarmes, et la voilà à nouveau enfermée dans une maison, enfermée sur une île, alors qu'elle était déjà enfermée dans une cave, et en plus de ça, on va rajouter un enfermement visuel, qui sont les brumes, et avant de le vivre réellement, pendant plusieurs semaines, je ne pouvais pas sentir ce que c'était que de vivre dans l'enfermement des brumes. On se dit, ok, d'accord, on ne voit rien à 1 mètre, mais comment on le vit? Et en fait, on passe notre temps quotidiennement à se projeter. Qu'est-ce que je vais faire après cette conférence? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Qu'est-ce que je vais faire dans une semaine? Qu'est-ce que je vais faire dans un an? On passe son temps à se projeter. Et on se trouve dans les brumes où on est incapable de se projeter visuellement à plus d'1 mètre. Donc c'est un enfermement sur un enfermement sur un enfermement sur un enfermement qui donne donc ces sentiments d'étouffement. Et mon flic, face à cet aveuglement, et quand il comprend que le monstre est arrivé sur l'île et que son seul but c'est de retrouver cette jeune femme, eh bien les brumes de Caplan s'abattent sur l'île, et comme il ne peut rien faire, comme il ne peut pas se projeter, eh bien il en est presque à laisser les portes ouvertes, à poser son fusil à pompe sur les genoux et à attendre l'affrontement. Donc si vous me demandez est-ce que ça aurait été la même chose à la plage,
ou à la montagne, non, ça n'aurait pas été la même chose. C'est vraiment, et c'est un peu cliché de dire ça, mais oui, l'île est un personnage, les brumes sont un personnage, et l'affrontement, il se fait à la fois entre le monstre et mon flic, mais à la fois entre tous ces personnages et les éléments naturels. Voici donc les piles d'achat du jour. Et bien sûr, la palme revient à Tatane. Come on! Mais alors... C'est la marathon, ça. Et au niveau de la place Non, de bibliothèque, parce que c'est l'un de nos grands sujets en ce moment. Il n'y en a plus. Ça là, du génial. Dommage que tu n'as pas les écrits. Il ne reste plus beaucoup de place. Aïe, aïe, aïe. Je vais les prendre comme... Bonjour tout le monde, on est dimanche, troisième et dernier jour du Quai du Polar, on est en train de se préparer et je voulais un peu vous parler des livres qu'on avait achetés et fait dédicacer. Alors moi j'en avais ramené deux, c'est le Wildin et le Clémentine Thiebaud, donc je les ai tous les deux vus sur les stands hier, je les ai tous fait dédicacer, donc c'était top. Et je crois que j'ai fait craquer Angie et d'autres personnes sur le Wildin. Et c'est pas grave. Et donc je pense que j'ai fait craquer quelques personnes hier sur le Wildin et je pense en faire craquer quelques autres aujourd'hui. En votre intime conviction aussi, j'étais très contente de voir l'autrice et elle a vu que j'avais mis des post-it sur son livre. Elle dit quelle organisation, tout ça, c'était très drôle. J'ai pas pu la voir en conférence, mais bon, c'est pas grave, donc j'ai discuté un petit peu avec elle, c'était chouette. Au niveau des achats, j'ai été la plus raisonnable, mais je pense que j'ai encore un peu de place dans la valise, donc à mon avis, je vais peut-être en acheter un ou deux aujourd'hui. J'ai craqué pour Le Gardien Invisible de Dolores Redondo, chez Folio, que Estelle a beaucoup aimé, qu'elle m'a pas mal recommandé. Je confirme. Et voilà, dédicacé par l'autrice. Je vous en reparlerai un petit peu plus. On a vu Benoît Philippon, j'ai pris Mamie Luger, parce que c'est allemand. Et du coup, voilà, je l'ai fait dédicacer aussi hier soir. L'auteur est top, il est super drôle, super sympa. J'ai pris également, alors oui, alors attendez, ça c'était prévu, Et avec votre esprit de Alexis Leipsker chez Pocket, que j'ai fait dédicacer aussi, j'ai très envie de le lire, et j'ai encore même plus envie des fois de lire Les Poupées, qui est son dernier, que Mag a lu et beaucoup aimé, et d'après l'auteur, Les Poupées est un peu plus barré en fait qu'avec votre esprit. Avec votre esprit, il est plus sage, on va dire. Intéressant, mais plus sage, donc on verra. J'ai acheté de force Olivier Norek, Les Brumes de Kaplan.
Non, pas du tout de force, j'étais très contente. En plus, on l'a vu hier en conférence, je vous ai mis des images avant. C'était très intéressant et ça me donne très envie. Non, t'as pas eu beaucoup besoin. Et j'ai très envie de le lire depuis. Bien sûr, il est dédicacé. Peut-être qu'on va le croiser encore aujourd'hui, on va voir. Et alors, on a découvert, grâce à Estelle et Tatane, la reine du polar thriller écossais. J'avoue tout. J'ai vu Écosse, j'ai vu thriller, j'ai vu réécriture de T'as vu Philpott. Voilà, non, Northanger Abbey. Ah, Northanger Abbey. T'as pris une réécriture de Northanger Voilà. Abbey. Et là, je me suis dit, à la sauce thriller. faut que j'en parle à Flo. Voilà. Et j'ai vu, ah mais c'est cool, mais c'est comme Northanger Abbey. Ouais, mais regarde tout ce qu'elle a écrit. Que du thriller, que du truc un peu dingue. Et j'ai pris celui-ci parce que la première ligne, c'est dans une petite ville du Yorkshire, des femmes qui se ressemblent sont retrouvées mortes. Elles sont toutes blondes aux yeux bleus, point commun que partage la commissaire Carol Jordan. Ok, c'est bon, c'était bon, voilà. Donc là, on en a pour 550 pages à peu près. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Val McDermid, si vous connaissez, dites-le moi. C'est chez J'ai lu. Et elle est assez calme. Elle fait un peu, tu t'as dit quoi, Miss Marple? Je crois qu'elle faisait Miss Marple parce que je la trouve très... elle ne correspond pas au personnage d'une autrice de thriller un peu gore. Elle est toute mimi, elle a des petits cheveux blancs, elle a envie de boire le thé avec elle. C'est ça. Mais en fait, elle écrit ce genre de truc. Une victime idéale. Donc voilà pour mes achats. 5 livres achetés, 2 livres en plus dédicacés. On va voir ce qu'on trouve aujourd'hui, mais je suis sûre qu'on va trouver des choses. J'ai un commentaire à ajouter. Après j'arrête. Ah, Chacun son blog, mais j'ai un commentaire à ajouter. Florence m'a fait un cadeau et elle m'a offert le journal Le 1 hebdo. Sur le 1 des libraires. Le 1 des libraires, pardon. Qui est un journal littéraire. Et dans l'édition spéciale, Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, avec un poster. Tu l'as là? Trop beau. Je l'ai là. Tant qu'à faire, autant faire acheter les gens aussi. Donc, le 1. C'est un ancien numéro, c'est le spécial. Je pose le mascara. Voilà. Le 1 hebdo. Et spécial polar étranger. Voilà, avec à l'intérieur une édition spéciale. Les Hauts de Hurlevent. Moi je fais le. Vas-y. Et c'est plusieurs numéros, il y en a 5 par an. Et il y a un poster, je vous avais montré celui de Frankenstein. Et là, non mais regardez-moi cette beauté. On est d'accord. C'est Heathcliff quoi. Ouais, c'est Heathcliff voilà. Sur la langue. Et derrière, il y a toute la valise des Hauts de Hurlevent. Voilà. C'est comme celui que j'ai acheté récemment avec le préquel de Shining de King. Donc voilà, c'était chouette de les voir. Merci Florence. De rien. Et du coup, par vengeance, mademoiselle m'a mis Louget. Voilà. De bonne guerre. Donc là, on se prépare, on range les valises, on ferme les valises. Et puis, on va retourner sur le salon. Bien sûr, je vais vlogger. Et on va voir un petit peu ce qu'on fait ce matin. De toute façon, on débriefe tout très bientôt. Nous sommes en route. On a un petit peu froid. Et Agatha Christie, mais aussi Arabesque, dont vous parlez avec S.J. Bennett. Alors, on va d'abord présenter donc, les auteurs. Donc, Richard Osman, animateur, producteur, réalisateur de télé à la BBC notamment. Vous êtes très connu en Royaume-Uni pour cela. Voici, je crois. Oui, je crois que vous êtes très important. Pas français.
Je m'excuse. Et puis, vous vous êtes mis à écrire des cozy mystery, donc vous allez nous expliquer à la fois pourquoi et puis vos recettes en fait, avec le Murder Club du jeudi. Donc ça se passe à Cooper's Chase, c'est un village de retraite où vivent plein de retraités très sympathiques. Et parmi eux, donc Ron, Ibrahim, Joyce et bien sûr Elisabeth. Et dans le deuxième volet donc, qui vient de paraître, eh bien, Douglas, qui est un ex-collègue, mais pas seulement collègue, de Elisabeth, arrive à Cooper Chase. Il est accusé d'avoir volé, ou il a volé des diamants pour 40 millions de livres. Et donc c'est une enquête qui intéresse notre joyeuse bande et les morts vont s'avancer et ça va devenir de plus en plus intéressant. Alors, bon, l'idée c'était aujourd'hui d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne le Cozy Mystery. Et une des premières questions que je voulais vous poser donc, avec S.J. Bennett, et elle répondra quand elle arrivera, c'est comment vous avez choisi le lieu. J'ai l'impression que l'endroit où ça se situe, c'est une des premières, on va dire, clés. D'avoir choisi Cooper's Chase, ce village de retraite. Voilà, en quoi c'était important pour vous? Britannique, vous avez longtemps travaillé dans la finance, c'est ça? Bon, pas exactement. Dans la stratégie. Mais voilà, mais pour moi c'est très vague. Stratégie militaire, stratégie financière, on ne sait pas trop. Et avant donc, de vous intéresser à la littérature jeunesse, puis au roman policier, et enfin à écrire ces histoires donc, sur la reine Elisabeth. D'abord, bal tragique à Windsor, et aujourd'hui une aventure qui se passe à Buckingham Palace, où on découvre le corps d'une employée de Buckingham Palace dans une mare de sang, et c'est une nouvelle enquête pour Sa Majesté, voilà. Accompagnée bien sûr de sa secrétaire particulière et de tout un tas de fins lignées qui travaillent dans cet endroit. Alors justement, la question que j'avais posée à Richard pour commencer, c'était celle du lieu. Quand on va parler des recettes du Cozy Mystery, j'ai l'impression que choisir les lieux du crime, c'est la première, on va dire, chose à faire. Alors, on parlait, et c'est vrai que c'est souvent un truc dans le Cozy Mystery, que c'est souvent des lieux qu'on ne soupçonne pas, donc le joli village de retraite de Cooper Chase, mais Buckingham Palace, pour le coup, c'est pas un lieu avec des gens sous-estimés, hein, c'est même avec Sa Majesté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un Cozy Mystery dans l'un des lieux les plus connus, enviés du monde? When I had the idea that the Queen would make a great detective, one of my first thoughts was setting. I thought, well, I can set a mystery at Windsor Castle, I can set one at Sandringham, which is what I'm writing now, of Balmoral, and the Royal Yacht Britannia, and all around the world, because she's travelled so many places, so already I was stacking up mysteries in my head. And I didn't actually want to write really about Buckingham Palace, because I don't like it. It's got 775 rooms. The Queen has 7 of them for herself. I mean, who would want to live in that kind of environment? I discovered when I was writing, it's falling down. There was a project that costs £250 million to fix it, because it hadn't really been looked after since the Second World War. And it's got all this art in it, and it's not unlike this actually, which is beautiful. But would you want to live in it? I would want to live here. if it's for sale, anyone. It's very different from a retirement home. But I found that it was perfect actually for setting a murder mystery in, because it's got all sorts of extraordinary aspects to it. So it has a swimming pool, because King George VI had the conservatory turned into a pool so that his daughters could swim in private. So I had to put the murder there. We think it's got tunnels. They won't admit to it, which makes me even more curious. I bet it's got tunnels. Oh, That's how Prince Andrew gets in. Exactly. I tried to picture Princess Margaret sort of ducking down, going through the tunnels. And it's got all these rooms that people can hide in. So in the end, it became a great setting. But actually, it fits really well with my Queen as detective, because I think if you put the Queen in a retirement home in Kent, she'd be useless. She'd
be honest, as a detective. Your Elizabeth would just walk all over my Elizabeth. Elizabeth III. Exactly. But in her own palaces, she's lived there, you know, for 70, 80 years. And she knows everyone, she knows everything. She would notice if any little thing was out of place. She's very clever, she's very observant, and everyone's looking at her while she's looking out. So she might be the only person to notice something that's gone wrong at Buckingham Palace. And so, at the same time, she's surrounded. Des détectives amateurs qui, d'ailleurs, souvent travaillent en collaboration avec des policiers locaux qui sont très contents de les aider. Donc, c'est qu'on a effectivement dans votre livre. Comment vous avez imaginé ces 4 personnages? Est-ce que c'était les 4 que vous avez vus donc, en vrai en allant dans ce village de retraite, ou est-ce qu'ils sont inspirés de personnes âgées de votre famille? Comment vous les avez sélectionnés avec leurs petites particularités à chacun? Yeah, I mean, they've got 4 people and they've each got very different skills. So you've got Elizabeth, my Elizabeth, who was not a queen, but was formerly a member of MI5, the British Secret Services, which is very useful because you can pick up a phone and pretty much find out anything. If everyone's stuck in the plot, you're thinking, how on earth did you find that out? Elizabeth just picks up the phone and rings someone she used to work with. And then I've got, so she's very middle class. And then I've got Ron, who is he's a trades union official, so he's a labour activist. And again, that comes from my family. My family are all very left-wing and very belligerent. And he's great because, again, he takes a very different approach. You know, he will knock down the door before he knocks on it. And then I've got Ibrahim, who's a psychiatrist, and again, he approaches things from a different angle. And then Joyce, who's really sort of based on my mum, and Joyce used to be a nurse. And so my mum lives at this retirement community, and she's surrounded by people who used to be judges and lords and ladies and things like that. And if ever there's a problem in that village, just as if there's a problem in Cooper's Chase, the arguments are unbelievable and the politics are unbelievable. Everyone's got an opinion. Everyone stands up and shouts. And my mum used to be an infant school teacher, so my mum is used to people standing up and shouting. So she keeps quiet, waits for everyone to shut up, and then says, why don't we do this? And that is Joyce's role in the thing. You've got 3 very strong people who all have strong opinions on how to approach things, and you've got Joyce who just sits and listens and picks up on things that other people don't. And just in, did you have the A-Team in France? With Mr. T and all of that? No. Well, they're just like the A-Team, if you can imagine that. So it's essentially, it's just 4 very different people with different skill sets. So as a writer and as a reader, you always think, well, how do we get out of this? And the lovely thing about having 4 characters is there's always a direction to go in. There's always a different approach someone can take, and they take me by surprise. And every time they take me by surprise, I think this is great because I know they're going to take readers by surprise as well. Et sur le tandem de policiers, est-ce que vous avez une idée de pourquoi dans les Cozy Mystery, il y a toujours ces personnages de policiers sympathiques qui vont aider les détectives amateurs? Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, on imagine mal la police être contente de voir des personnes, aussi gentilles soient-elles, fouiller dans leurs affaires. Yeah, it's interesting that. Well, I think that as a crime reader for many, many years, the reason we read crime is we're all detectives, right? We all dream. I mean, listen. It would be bad if there were a murder here today. Of course it would be. But let's say yesterday had been murdered on the way here, okay, which would be awful, and I'm very glad, put it on record, I'm glad you weren't. But if she had been murdered, every single one of us secretly would be thinking, oh, I think I can solve this. I reckon I might find the clue. And so I think we all like to think that we could solve murders, so you want to put an amateur in that place, because you sort of think, well, if I was at Cooper's Chase, if I was part of that gang, what would I bring? What skills do I have? What is it that I notice that other people don't notice? And that's the joy of amateur detectives. And listen, of course, there's room for incredible police procedurals and all that kind of stuff. So it's not like no one's writing about the police anymore. They're still covered. But to me, the joy of great crime fiction is the characters. And having these 4 amateurs means that I can write these characters who I adore and who can come back time and time and time again. So character to me is everything in crime fiction. Alors 4 personnages, et vous en avez à peu près 100 en gros. Mais il y en a 2 qui... Oui, voilà, il y a effectivement surtout le
tandem Sa Majesté et Rosie, sa secrétaire particulière, mais il y a ensuite, puisque donc, dans ce roman, on a une question de tableau volé, ou en tout cas échangé, et on a aussi une histoire de harcèlement au sein donc, du personnel du palais, et tout ça va faire qu'on va rencontrer énormément de différents personnages, femmes de ménage, voilà, à différents niveaux. On se rend compte de tout le monde qui travaille là-bas, et chacun est décrit, chacun a un rôle positif ou négatif. Enfin, c'est un travail vraiment énorme que vous avez fait. Donc on sent voilà, la connaissance, la documentation, parce que pour le coup là, j'imagine que tous ces postes-là existent et sont documentés. C'est étourdissant pour vous. Enfin, voilà, j'imagine. Well, I have to say, I do a lot of research, and yes, those roles that I write about in the palace do exist, and I have lots and lots of charts of palace servants on my computer. But I'm always thinking as I'm writing, you can't have too many characters in your book because readers get confused. So a lot of people who exist in the Queen's real life don't make it into my books. She really has 2 assistant private secretaries, not 1, and a deputy private secretary who I got rid of. So I try and keep it simple. But it does give me an opportunity to write about, as you say, all levels of society and people who will bring their own problems to the palace. But I mean, I think what Richard and I both do is we, as you were saying, Richard, we write about worlds that you might want to explore, you might want to be a part of, and our detectives are not drunk and divorced and miserable. A lot of mine are. So I would say 3 out of 4 of them are. They're quite often sort of sitting around having a cup of coffee and a really nice biscuit, and you kind of want to be part of their lives. And I really enjoy it when the Queen and Prince Philip are sort of gently teasing each other and driving each other crazy, but in a gentle way. And it's a lighter way of approaching serious themes, I think. I mean, I think we both have serious themes in our book, but what I try and focus on is what I can make funny and interesting, and yeah, a world that the reader would love to be a part of for a while. Personnage. Et puis vous, je voulais savoir, voilà, si vous avez reçu des lettres de Sa Majesté. Well, I get some feedback from the Queen because I do a quiz show every day and she watches every day. So she's even got a trophy from that show. Next time I joke in my book that the Queen is watching Pointless, and it's... She does, she really does. It's the feedback is the best thing about writing, is the truth. I thought it might skew a bit older. Thursday Murder Club is about older characters, but the beauty of it has been it hasn't at all. It's got young readers, it's readers of all ages, because just these people are heroes. It doesn't matter how old they are, and everyone wants to become those people as they get older. The thing that shocked me most, I thought it was so British, like SJ's books as well. So you think, well, this is not going to play around the world. And, suddenly it's a huge hit in America and China and Germany because they love British crime fiction and Agatha Christie, and that's, it's a language they understand. France hasn't been quite as successful yet. I'll be signing this afternoon if you want to come and see me, because I know you've got the best taste in literature of any country in the world, so it'd be nice to be a hit here as well. But the feedback has been from all around the world, and I love those characters. I would like to live where those characters live and do what those characters do. It's unbelievable how British the humour is, though, isn't it? I mean, you make jokes about Tesco's finest. Yeah, it's wonderful. I've forgotten the question already. Est-ce que vous avez eu des feedbacks de Sa Majesté? I sent a copy of the book to one of the Queen's assistant private secretaries. No. My original thought had been, am I allowed to do this? But then I realised there is The Crown, there is The Queen, the film with Helen Mirren, there is Alan Bennett writing about the Queen. It's been done many, many times before, so I relaxed, but I did send them a copy. And I got an envelope back with E2R on it, saying exactly what I expected, which is, thank you very much for sending your book. You should put that as a quote on the next one. Thank you very much for sending your book, Queen Elizabeth. Yes, I will. Thank you. I will do that. For me, there are 2 things I would love to happen. One is that it would be on sale in the shops in Buckingham Palace, because that to me would be like, okay, she likes it. I really want that to happen.
And another one is I wanted to be sitting on top of a Dick Francis, or maybe a Thursday Murder Club on her bedside table. I think that would be great. But I know, it's like I Dance with a Man Who Danced with a Girl Who Danced with the Prince of Wales, but I know someone who knows someone really well, who knows someone really well, who knows the Queen. and I am positive that she has been given my book many times as a joke Christmas present. So I'm sure she has it, but she hasn't rung me out to say what she thinks about it. But it's very affectionate, so I hope she likes it. Well, Richard, I mean, if you meet up with her, then let me know. I would sort of say, Elizabeth, what do you reckon about SJ? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ce qu'elle veut, mais ce qu'il n'y a pas. Je vais clore ici le vlog spécial Quai du Polar à Lyon. C'était trop bien, on a passé un super week-end avec les filles, c'était vraiment top. Là on va se préparer, on va aller prendre le train et puis je vous retrouve demain dans un nouveau vlog avec de nouvelles lectures et puis nous on va un petit peu se remettre de ce week-end, peut-être dormir un petit peu, en tout cas à refaire pour l'année prochaine, ça c'est sûr. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Je vais vous essayer de vous filmer un maximum de choses, de vous mettre des petits bouts de conférences, même si c'est en anglais par moment. Peut-être que certains l'ont compris. Donc voilà, je me dis que ça peut toujours faire plaisir. Et puis je sais que vous aimez bien un petit peu ces contenus-là. Donc c'était cool. Voilà, à bientôt.